Oh la lit. La nature, c'est pas dur. Oh la lit. La nature, c'est le futur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la deuxième saison de Olali, le podcast sur le vin nature. Au programme, vous avez vu, on a un nouveau générique, un compte Instagram sur lequel vous retrouvez des anciens épisodes de la première saison, les nouveaux évidemment, et puis des contenus un petit peu nouveaux, dont je vous en dis pas trop d'un coup, mais il y a quelqu'un qui m'a rejoint dans ce qui est convenu maintenant d'appeler une équipe. Et donc bienvenue Marie dans l'aventure Olali. Donc voilà, on est un peu les Starsky Hutch du Jaja Rock'n'Roll, les Dupont et Dupont, du tire-bouchon, entend-on même dans certaines rues de Paris. Bref, vous allez voir, ça va dépoter. Et du coup, je commence cette deuxième saison avec Iris Bru. Bonjour Iris. Bonjour Charles. Alors tu es la présidente du label Vigneron Engagé, qui est le premier label de RSE de la filière Viti-Vini, c'est ça ? Et c'est exactement ça, c'est le premier label RSE de la filière. Alors je suis la directrice et pas la présidente. Ah ok. C'est pas juste une histoire de forme, je t'expliquerai aussi pourquoi. D'accord. Et oui, parce qu'il y a aussi l'association qui est à côté. C'est exactement, okay. C'est l'association et donc il y a un président. Moi je suis la directrice et salariée de l'asso. D'accord, trop bien. Alors si tu es d'accord, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Quels sont les engagements des vignerons et des vigneronnes engagés ? Excellente question, c'est vrai que c'est une question qu'on nous pose souvent, de dire vigneron engagé, c'est un peu un mot valise, qu'est-ce qu'il y a derrière ça ? Il y a les 3 piliers de la RSE, donc RSE c'est responsabilité sociale des entreprises, c'est le développement durable, c'est s'engager au niveau environnemental, au niveau social et au niveau économique. Pour le vulgariser auprès de tout le monde, il y a la notion d'agir pour l'environnement à la fois au vignoble et au chai. On pourra développer ensemble le type d'action. Garantir le juste prix pour le consommateur et pour le producteur, donc la notion d'économie, de pérennité économique. Garantir une qualité de la vigne au verre, c'est un cahier des charges qui s'applique sur le vignoble et sur le chai. Jusqu'à la bouteille, la commercialisation. Et il y a la notion d'ancrage territorial avec dynamiser son territoire et apporter de la valeur ajoutée aussi aux gens qui nous entourent, quoi. Ok, trop bien. Et d'ailleurs, du coup, là, vous avez, je sais plus, à peu près 80 signataires, c'est ça ? On a une cinquantaine d'entreprises adhérentes à l'association. Qui représente aujourd'hui, pour la partie vigneron, 5% du vignoble français, puisqu'il y a à la fois des caves particulières, mais aussi des caves coopératives, donc du coup, qui ont une certaine taille, qui vont fédérer jusqu'à 200 vitis parfois, quoi. Ok. Et du coup, tout ce joli monde se retrouve depuis 2012, tous les ans, aux rencontres vignerons engagés, c'est ça ? Exactement. Alors, on a eu 2 années de non-rencontres avec le Covid, mais là, on s'est retrouvés le 17 et le 18 mars en Bourgogne, chez les vignerons de Buxy. On était plus de 250 participants et participantes de toute la France, à la fois des producteurs, à la fois des fournisseurs de bouteilles, de bouchons, de solutions pour le vignoble. Il y avait des journalistes aussi, il y avait quelques distributeurs, quelques cavistes. Ok. Et voilà. Et ça s'articule autour d'ateliers, c'est ça ? Vous faites des ateliers thématiques sur les sujets que tu as évoqués Ouais. En gros, c'est 2 journées d'échange et de convivialité. Alors, ça paraît un peu bateau dit comme ça, mais en fait, les gens, c'est exactement ce qu'ils attendent. Okay. Et ils étaient trop contents de se retrouver après 2 années sans rencontre. Donc, la première journée, ça va être visite du vignoble de Buxy, visite de la cave avec tous les outils, la mise en bouteille et tout ça. Tout le monde est super content d'aller voir un peu ce qui se fait chez les autres. On a organisé un cluedo géant aussi. Trop bien. Avec plein de mini-jeux pour retrouver qui avait tué l'abbé de Chaumont. Donc c'était vraiment hyper chouette. Tu voyais les producteurs mimer l'escargot de Bourgogne. Donc vraiment, ça c'était pépite. Ouais. Des petits moments priceless. Exactement. Et après, le deuxième jour, c'est les ateliers thématiques. On avait une quinzaine d'ateliers sur des sujets aussi variés que comment éco-concevoir de manière collaborative avec tous les salariés, comment recruter ma main-d'œuvre saisonnière, parce qu'on sait aujourd'hui que sur les missions de taille, de vendange, etc., c'est de plus en plus compliqué. On avait une conférence sur les biostimulants, sur la gestion des effluents viticoles, sur comment communiquer sur ma démarche RSE, parce qu'on voit que c'est compliqué d'expliquer ce que c'est, sur comment communiquer de manière responsable. D'autres sujets, j'essaie de retrouver un peu pour te montrer la diversité des thématiques. Sur les résidus de pesticides dans les vins aussi, quels sont les résidus, comment on les enlève, etc. Voilà, et donc tout ça, c'était avec
tout un écosystème de personnes avec qui on discute déjà dans l'année. Du coup, ces experts-là et ces expertes, on les a invités pour venir parler Ah oui. à nos adhérents. Oui, parce que c'est ça, du coup, en fait, au-delà du label et de la labellisation et du cahier des charges RSE, il y a aussi ce côté communauté, et entraide, en tout cas, échange sur les techniques, les méthodes, et échange de bonnes pratiques, c'est ça, entre tous les sociétaires? Carrément. Entre tous les adhérents, il y a vraiment cette notion, en effet, de collectif. Et ouais, c'est ça. Le vigneron engagé, c'est à la fois le label pour valoriser son engagement, pour communiquer, et le collectif, pour se reposer sur des gens qui sont déjà passés par là, sur un cahier des charges. Il y a cette notion de progression qui est hyper importante. Trop bien. Et du coup, j'ai vu que vous aviez lancé, alors je ne sais pas si c'était sous l'impulsion du Covid, avec Veralia, un fonds pour soutenir des projets qui étaient dans la ligne en fait de la RSE que vous proposez. Oui, carrément, c'était vraiment en plein Covid qu'on a lancé ce fonds. Et donc Veralia, c'est un fournisseur de bouteilles en verre pour ceux qui savent pas. C'est le plus gros, non? Le plus gros, ouais. Il me semble bien. Ils sont adhérents au collège fournisseur de l'association, donc ils sont dans l'asso. Et il y avait cette envie de soutenir des projets RSE. Donc, on a lancé le fonds, on l'a reconduit cette année et on a à chaque fois 4 projets par an qui sont accompagnés avec des enveloppes de 5 000 €. Donc, ça représente quand même des sommes intéressantes. Et tu vois, cette année, on a la cave de l'Uni qui a été accompagnée pour le projet Biodivigne. C'est un projet d'inventaire faunistique et floristique sur 1200 hectares. Donc, c'est un truc qui est titanesque. Et puis en plus, ils vont monter un sentier de randonnée avec la Ligue pour la protection des oiseaux, la Fédération de randonnée et tout ça, donc c'est vraiment intéressant. Il y a les vignerons associés de Bourgogne, toujours en Bourgogne, qui eux ont fait leur fameuse gamme éco-conçue et collaborative. Donc en fait, ils ont demandé à différents salariés de la cave, enfin c'est volontairement les salariés de la cave de différents services, des bureaux, du chai, du vignoble, etc., qui ont dit tiens, on va réfléchir comment avoir une bouteille qui est vraiment avec un impact le plus réduit possible sur l'environnement. Donc ils ont réfléchi au poids de la bouteille, quel type de bouteille, quelle teinte, quel type de bouchon. Donc là ils sont partis sur un bouchon Liège sourcé en France. Et sur des étiquettes très simples, avec des pigments naturels, avec le papier issu de forêt gérée durablement. Et surtout, ils ont un parti pris fort, c'est qu'ils ont enlevé la capsule sur la bouteille. Ce qui n'est pas évident commercialement, en général, il y a toujours ce petit blocage, non? Ouais, en fait, et justement, ce blocage-là, pour la petite anecdote, ils l'avaient beaucoup en interne, c'est-à-dire que la majorité des personnes de la cave disaient « Ah non, mais franchement, ça va être moche, la bouteille sans capsule et tout ça ». Et ils ont fait un sondage auprès de leurs clients finaux, et en fait, le ratio était inversé. Là, c'était 80% des clients qui disaient « Bah ouais, allez-y, c'est trop stylé ». Enfin, du moment que t'expliques, en fait, ton changement au niveau packaging, les gens, ils suivent, s'ils voient que c'est pour la bonne cause, entre guillemets, ils franchissent le pas. Donc ils y sont allés et les vins cartonnent, il y a une gamme de 6 vins qui cartonnent. Trop bien. Et ouais, on parlait du coup des contenants, on en a parlé pendant la saison 1 avec Vincent de Let It Be, justement, de Let It Be, pardon, de l'impact écologique que ça peut avoir le contenant, le verre lui-même, le poids. Et tu me disais, quand on s'est rencontrés, que le poids de la bouteille pouvait être aussi un argument d'appréciation du produit pour le consommateur, en disant il faut que ce soit un peu lourd, il faut que ce soit un peu... voilà. Et en fait, en théorie, on pourrait avoir des bouteilles en verre plus légères que celles qu'on a aujourd'hui, dans la majorité. Ah oui. Et le frein, il est plutôt psychologique, du coup. Ah c'est clair, c'est clairement ça. Si t'achètes une bouteille à 15, 20, 30, 50, 100 €, tu seras content dans ta main d'avoir quelque chose qui est lourd, qui a du poids, parce que tu dis « Ah ok, c'est une bonne bouteille bien lourde ». Et il y a beaucoup de maisons qui, aujourd'hui, restent sur des bouteilles lourdes, justement, parce qu'elles veulent assurer un certain niveau de prix. Mais bien sûr qu'on pourrait passer sur des... après, parmi nos adhérents, justement, il y en a beaucoup qui sont partis sur des bouteilles allégées et ça fonctionne très bien, quoi. Ouais. Mais bon, faut l'expliquer quand même. Ouais, complètement. D'accord, parce que du coup, effectivement, moi, ce que j'aime bien avec le vigneron engagé, c'est que c'est le seul label au final où... parce que nous, on a un peu l'habitude, en tout cas les plus connus, c'est plutôt des labels qui sont sur le côté bio, enfin en tout cas sur la viticulture et viniculture. Mais du coup, c'est le seul où là, t'engages un peu... Enfin, le spectre, en fait, est beaucoup plus large, parce qu'on parle aussi de la vie de la bouteille, etc. Ouais. Et on sait qu'il y a des vignerons et des vigneronnes qui font des vins super propres, mais bon, si c'est pour finir en avion après à l'autre bout du monde, c'est un peu dommage. Ouais, l'export, c'est un vrai sujet, hein. C'est le levier au niveau commercial, c'est là où il y a le plus de choses à aller chercher.
Mais on se questionne sur quel est l'impact du transport sur l'export et tout ça. Ouais, Donc qui c'est est énorme, trouver hein. le juste équilibre. Voilà. Ouais, et du coup, bah, alors, cet équilibre, c'est la transition toute trouvée. C'est le collectif Troisième Voie dont vous faites partie, Ouais. qui est un peu ça, en fait, ce statement de dire il y a il y a pas que le conventionnel et le biodit, nature. Ouais. Il y a cette troisième voie-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la démarche, le positionnement entre les deux? Carrément. Ben justement, nous, on voulait sortir de la vision très manichéenne de il y a les bio d'un côté, les conventionnels de l'autre. Les méchants bordelais. Exact, voilà. Pour schématiser à l'extrême. Et de dire, il y a plein de gens au milieu de ça, en fait, qui font les choses très bien et qui résonnent d'un point de vue environnemental, mais aussi au niveau impact social et au niveau impact économique. Et donc, on regarde ça avec les lunettes 3D de environnemental, social, économique. Et il se trouve qu'il y a d'autres labels, type Bleu Blanc Cœur pour les produits laitiers, la viande, les œufs, etc. Demain la Terre pour les fruits et légumes. Filière CRC, eux, c'est sur les blés et les céréales. Et Mr. Goodfish, eux, c'est sur le poisson, les produits de la mer. Et donc, on s'est rendu compte qu'on raisonnait de la même manière, on portait les mêmes valeurs. Donc, on a créé le collectif de la Troisième Voie. Il y a 4 ans de ça. Là, on a créé l'association de manière officielle avec le dépôt des statuts. On a signé tout ça au Salon de l'Agriculture cette année. Et notre objectif, c'est de porter ces valeurs-là de développement durable, dire oui, il y a la partie environnementale, mais aussi regardons les deux autres aspects. Et nous, ça nous permet de discuter entre nous, parce que par exemple, le Blanc-Cœur, ils sont bien plus avancés en termes de collectif, de notoriété, de taille de l'association que Vignerons Engagés, par exemple. Donc c'est hyper inspirant aussi pour moi d'aller voir par où ils passent, quels sont les sujets de gouvernance, d'animation de collectif, même le sujet au niveau des cahiers des charges. Je te prends un exemple tout bête, ils ont un collège consommateur dans leur association. Ce qu'on n'a pas nous, mais c'est ce à quoi je réfléchis en ce moment. Et il y a des sujets, des fois, où ils réfléchissent, ils disent est-ce qu'on y va ou on n'y va pas, par exemple sur le cahier des charges. Ils posent la question aux consommateurs, ils disent bien sûr que vous y allez, c'est même pas une question en fait. Donc là ils disent ok, le sujet est réglé, on avance, on y va. Donc une vraie différence d'appréciation de ces sujets-là, côté consommateur et côté concepteur. Oui, parce que des fois quand on est le nez dans le guidon, il y a des on n'a pas forcément une vision très claire des attentes conso et tout ça. Donc carrément. Donc c'est intéressant. D'accord. Là, je pensais, comme tu parlais des deux autres aspects, dans le milieu du vin, on parle de plus en plus aussi des soucis quand il y a les vendanges de la main-d'œuvre et de comment ça se passe pour rémunérer correctement une main-d'œuvre, comment on fait pour pas profiter de gens qui n'ont pas forcément. Qui sont pas toujours dans des situations hyper faciles de vie, quoi. On a vu beaucoup le cas en Italie, là, c'était, je sais plus comment elle s'appelle, la fille qui fait qui est en Sicile, où elle a été reprise en justice et tout, parce que justement, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup trop de gens qui payaient pas, ou alors au lance-pierre. Malheureusement, c'est hyper compliqué de trouver de la main-d'œuvre, déjà avec la nationalité française qui accepte de faire la taille, parce que c'est assez ingrat, et puis c'est mal rémunéré. Donc, du coup, souvent, on fait l'appel à la main-d'œuvre étrangère, mais il y a différents niveaux de... Oui, tu vois, et des fois, en effet, il y a des gens qui n'ont pas de contrat de travail. C'est pas dans des très très bonnes conditions. Ouais. Mais c'est des choses contre lesquelles on se bat et on essaie de faire les choses proprement. Et il y a de plus en plus aussi d'initiatives pour tracer, entre guillemets, la main-d'œuvre, pour savoir d'où viennent les gens, faire les choses de manière bien cadrée. Ok, trop bien. Ouais, c'est un chantier qui est en cours, quoi. Ouais, c'est un énorme chantier. Et puis aussi, derrière ça, en fait, ça soulève le vrai problème de fond, c'est l'attractivité de ces métiers-là. C'est-à-dire comment redonner de l'attractivité à des métiers manuels, avec un peu de pénibilité, avec de la pénibilité. Comment arriver à recruter ces gens. Physique, en plus, à une période où souvent il y a des grosses chaleurs, des sécheresses, etc. On se retrouve dans les vignes toute la journée à porter des gros sacs, c'est pas hyper évident, effectivement. Et est-ce que tu as d'autres exemples pour celles et ceux qui nous écoutent d'actions un peu RSE, si on part sur, entre guillemets, une vigneronne ou un vigneron conventionnel, classique, même s'il n'y a aucun... Voilà, mais ce serait quoi, les premières actions qu'ils pourraient mettre en place pour rentrer dans cette démarche-là ? Nous, on fonctionne par étapes. Pour décider de quelle action on va mettre en place, il faut d'abord faire un diagnostic global de l'exploitation de la cave pour voir quels sont les points forts et quels sont les points d'amélioration. Et c'est en fonction des points d'amélioration qui sont soulevés qu'on va mettre en place des actions. Parce que je pourrais dire, faut travailler sur la biodiversité, on va planter des ruches, des mellifères, des fleurs mellifères et des haies
pour ramener de la biodiversité. Mais finalement, si la personne elle est dans une zone Natura 2000 où il y a déjà vachement de biodiversité et que c'est pas ça son enjeu, c'est pas la peine de mettre l'énergie là-dessus. Par contre, si jamais il y a un enjeu sur la réduction des intrants, des phytos, tout ça, et que la personne elle fait pas de couverts végétaux, qu'il y a possibilité de limiter l'usage des désherbants en mettant des couverts, des choses comme ça, là ce sera intéressant d'y aller. Okay. Ou par exemple si au niveau social les salariés, le climat social est pas très bon, c'est faire un questionnaire pour voir pourquoi les gens sont pas très contents. C'est aussi bête que ça, tu vois, mais c'est faire un état des lieux pour voir sur quelles actions on va se concentrer. Et après, d'autres idées d'action. Si on prend de la vigne jusqu'au verre sur les 3 piliers, sur la vigne, ça va être ramener de la biodiversité, de la vie dans les sols, notamment via les couverts végétaux. Il y a certaines pratiques culturales aussi pour ramener de la vie dans les sols. On parlait de mycorhisation, donc c'est une certaine vie microbienne et champignonienne, je sais pas si ça se dit champignonien, mais pour aider les pieds de vigne à mieux s'en sortir face aux maladies, face à la sécheresse, etc. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. Sur la partie économique et sociale, c'est se poser la question de si jamais l'exploitant il part à la retraite dans 5 ans, est-ce que tu as pensé à qui est-ce que tu vas transmettre, est-ce que tu vas vendre, comment ça va se passer la reprise pour que les terres soient pas aillent dans les bonnes mains. Et après sur le chai, t'as tout ce qui est économie d'eau et économie d'énergie aussi, on n'en a pas parlé, mais en moyenne 1 litre de vin c'est 3 litres d'eau nécessaires. Un chai. Ah oui, d'accord. Au niveau vinification. Donc, comment on fait pour limiter ça ? Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et donc, du coup, ça, c'est intéressant parce que ça permet déjà d'avoir un impact moindre sur l'environnement. Mais aussi, au niveau économique, tu baisses ta facture d'eau, tu baisses ta facture d'électricité. T'es content à la fin de l'année, quoi. C'est un avantage. D'accord. Du coup, en fait, c'est pas des solutions toutes faites. À chaque fois, il y a un côté développement à aller chercher, à innovation aussi. Du coup, c'est un peu un truc de R&D, finalement. Ouais, en fonction des sujets, des fois, il va falloir inventer des nouvelles choses. Après, l'avantage du collectif Vignerons Engagés, c'est que justement, il y a des gens qui sont passés par là et du coup, qui vont pouvoir dire, ok, si tu veux travailler sur réduction de la pénibilité au chai, tu peux faire ça, ça, ça et ça, contacter telle personne. Donc cette notion de réseau finalement est hyper intéressante pour gagner du temps. Pour les rencontres tout à l'heure, trop bien. Ok, et toi alors comment toi tu t'es arrivé dans le milieu du vin, c'était quoi est-ce que t'as c'est quoi ta formation, ton backup, c'est ta backstory? Je suis ma vie mon œuvre. Je suis arrivée un peu par hasard dans la filière vin. En fait, j'ai fait une école d'ingénieur agronome. Donc je suis diplômée de l'ENSAT à Toulouse. Et suite à ça, j'ai travaillé pendant 3 ans dans l'agroalimentaire. J'étais en marketing comme chef de produit. Et puis, au bout d'un moment, ça m'a un peu lassée. J'avais envie de me rapprocher plutôt de la partie agricole, des agriculteurs. Et j'ai eu la possibilité en fait, j'ai discuté avec la précédente salariée de Vignerons Engagés, parce qu'à l'époque, il y avait une seule personne. On discute pendant une petite heure, et puis à la fin, elle me dit « Ah, mais tiens, Iris, moi, je vais partir en congé maternité. Est-ce que ça te dirait de me remplacer ?» Alors, à l'époque, j'étais en recherche de boulot, donc je lui ai dit « écoute, franchement, pourquoi pas ?» Et puis, du coup, ça s'est fait comme ça, et je pensais vraiment pas forcément y rester, parce que je savais pas forcément si je voulais être dans une association, avec des missions quand même assez couteau suisse, parce que je fais à la fois de la com, du relationnel avec les adhérents, des formations, de l'événementiel, du technique avec l'animation de groupe de partage, etc. Et puis finalement, non, ça m'a plu, et du coup là, ça fait 4 ans que j'y suis. Trop bien. Et pour la petite anecdote aussi, une des choses qui m'avait un peu questionnée quand j'étais dans mes précédents boulots et qui m'a fait me rendre compte qu'il y avait un trop gros décalage entre là où je travaillais et puis le lien avec les agriculteurs. C'est que mon directeur marketing de l'époque, donc je travaillais dans une coopérative laitière, et donc les agriculteurs venaient porter le lait à la cave, aussi de transformation pour faire du fromage derrière. Et c'était la crise du lait en 2015, où les prix s'étaient effondrés, c'était vraiment dramatique.
Et du coup, les éleveurs, j'y viens, manifester. Et du coup, on avait dit, ben nous, on va partir du lieu pendant qu'ils manifestent parce qu'ils viennent amener du lisier, enfin voilà, de brûler des pneus, tout ça. Donc, c'est pas la peine qu'on soit là. Et lui, il avait dit, non mais de toute façon, moi aussi, je vais me mettre à manifester pour mon salaire, si c'est comme ça. Et là, je m'étais dit, ok, en fait, t'as vraiment rien. Il y a un trop gros décalage, quoi. Je peux pas rester dans des structures. Il y avait rupture, là. Ouais, il y avait rupture. Et j'ai besoin de retrouver du sens. Et bah, c'est bien parce que je le trouve chez Vignerons Engagés. Trop bien. Et en parlant de sens, du coup, on peut le dire à nos auditeurs et nos auditrices, tu nous avais prêté un super bouquin de Sandrine Gaviard, parce que ça me fait penser à ça, au manifeste pour le vin inclusif. C'est ça qui a un bouquin qui a bien marché, en tout cas qui a fait réagir parfois de manière assez virulente, parce qu'on est quand même, on parle d'un milieu qui est quand même effectivement encore très sclérosé par ces soucis-là de représentation assez sexiste et assez archaïque parfois. Ouais. Toi, du coup, c'est des choses que du coup tu mets en application, enfin dans ton quotidien. Ouais. Que je mets en application, déjà je suis féministe, donc je le revendique, et j'essaie de sensibiliser autant que possible autour de moi. Et après, dans le cadre du label, c'est aussi, ce qui est très bien, c'est que c'est aussi un item du cahier des charges, l'égalité professionnelle, l'inclusivité, etc. Donc du coup, moi, ça m'a permis aussi de m'appuyer là-dessus pour venir porter un certain nombre d'actions auprès des adhérents. Notamment, on a formé le conseil d'administration à la parité, aux pratiques sexistes, aux discriminations, etc. Donc déjà, c'est hyper intéressant de pouvoir s'adresser à mon CA qui sont quasi exclusivement des hommes de plus de 50 ans. Donc du coup, c'est un public quand même qui, sur certains enjeux, qui n'est pas tout le temps sensibilisé. Et puis ensuite, l'autre partie, c'est qu'on a fait une formation qui s'appelle Leadership au féminin, ouvert à toutes les femmes du vin, que ce soit vigneronnes, salariées de cave, commerciales, communicantes, journalistes, etc., pour s'affirmer dans leur posture, pour déceler les stéréotypes de genre, pour s'affirmer, je l'ai dit, retrouver confiance en elles. Et en fait, on voit que ça a un impact de fou, quoi. Il y a un bouche à oreille. Là, on est déjà à la 3e session qu'on a finie hier. Plus d'une vingtaine de participantes qui ont été formées. Trop bien. Et ça fait une communauté de femmes derrière qui savent vers qui se tourner si jamais elles ont une question, envie de partager un coup de gueule, une petite victoire, ce genre de choses. Donc c'est précieux. Avec beaucoup de sororité derrière, du coup, j'imagine. Mais alors, du coup, toi, du coup, dans ton parcours, c'est un truc que t'as retrouvé. Oui, c'est ça, ce que je veux dire. C'est que du coup, ça répond vraiment à quelque chose où tu as senti qu'il y avait une demande et qu'en fait, il y avait une demande pour ça, en tout cas de la part des professionnelles femmes du vin, et que c'est encore un sujet. Alors, pas tellement une demande claire et nette, mais un besoin. Tu vas pas forcément formuler, mais vraiment un besoin. On avait fait un sondage assez éloquent quand on avait fait un webinaire justement sur comment la parité peut amener de la performance dans les entreprises et comment on peut lutter contre les stéréotypes de genre. Et il y avait plus de 80 ou 70 ou 80% des personnes qui avaient répondu, hommes et femmes confondus, qui avaient déjà été victimes ou témoins de situations sexistes dans leur travail, sachant que le panel des gens, c'était des gens de la filière, c'était des gens du vin. Et donc du coup, parlant de là, tu sais qu'il y a un sujet, donc il faut y aller. Et il y a à la fois le sujet stéréotype de genre, discrimination, sexiste et tout ça, et après le sujet confiance en soi pour les femmes et capacité à trouver sa place, à prendre sa place, etc. À pas avoir l'autocensure ou les trucs comme Exactement. ça. Et alors ça, mais on a un sujet qui est Ouais. Et puis il y a le côté émergé de l'iceberg où c'est pas toujours conscientisé en plus. Enfin, c'est des trucs, c'est tellement ancré en fait dans la culture de cette filière-là que c'est inconscient et parfois c'est c'est ça, cette espèce d'autocensure qui est un peu dommage. Qui est hyper difficile, j'imagine, à dépasser et à combattre, quoi. Ouais, et puis même quand le truc tout bête, là, ce qu'on fait à chaque fois en début de formation, on demande aux participantes de se présenter. Et la majorité du temps, elles vont oublier de dire qu'elles managent des gens, qu'elles font des trucs de fou, qu'elles ont des projets gigantesques à mener. Même leur titre, tu vois, même des fois si elles sont directrices ou responsables, elles vont pas forcément le dire. Enfin, il y a un peu cette, je sais pas si c'est de la pudeur ou quoi, mais
Mais à se faire petite, quoi. Ouais, c'est ça. On a du mal à leur laisser la place, mais heureusement, j'ai l'impression que c'est en train de changer. Il y a eu quelques petits virages quand même là dans le milieu du vin, avec l'affaire de Nissibar qui était un peu glauque et heureusement il y a eu condamnation derrière. Donc c'était un premier marqueur. Après il y a eu l'affaire de la caricature, etc. Donc c'est en train de changer tranquillement dans les mentalités, mais ça va prendre encore un petit peu quelques années, j'imagine, parce qu'il y a encore du boulot. Ouais, carrément. Mais bon, voilà. Pour parler de choses plus gaies quand même, est-ce que toi c'est gai, hein. Moi je trouve que c'est un sujet qui est passionnant et ça permet de parler de choses un peu plus personnelles et tout, donc en soi c'est quand même c'est positif, je trouve ça. Et puis on fait bouger les lignes, donc ouais, c'est ça. En plus, déjà le fait de pouvoir aligner un petit peu tes convictions perso avec des actions concrètes et de voir que ça a des répercussions très concrètes et très directes, ça doit être assez chouette quand même. Et est-ce que tu as des petits coups de cœur que tu as envie de partager avec nous, des choses que tu as goûtées récemment en vin, je sais pas, qui t'ont marqué là ces dernières semaines? Alors que j'ai goûté récemment, non. Mais par contre, moi j'ai quelques chouchous quand même. Il y a un vin que j'adore qui s'appelle Château Les Pins, qui est fait par une cave coopérative qui s'appelle Dombrial, dans les Pyrénées-Orientales, à Bachas, et c'est vraiment trop bon ce qu'ils font. Vraiment, je t'invite à goûter. Mais je pense que j'en avais amené au coworking une fois. C'est possible. C'est quoi, ils font quoi comme cépage? Ils travaillent du coup c'est plusieurs cépages, j'imagine. Ouais, il me semble que c'est assemblage, mais je saurais pas te dire qu'est-ce qu'ils ont. Mais en tout cas, c'est délicieux. Et après, il y a également une cuvée que j'aime beaucoup, plutôt pour le côté R&D innovation, c'est la cuvée Résistant du Domanil Saint-Pierre en Camargue, qui travaille là sur des cépages résistants. Du coup, pareil, j'ai pas le nom des cépages, mais voilà, c'est de la recherche, c'est des cépages italiens, il me semble, pour la plupart, qu'il a vinifié. Ça fait plus de 10 ans qu'il travaille là-dessus. Et il y a eu des échecs, il y a eu des choses qui étaient pas bonnes, mais là, ça y est, il a des choses qui sont chouettes, et il commercialise c'est le vin sur les 3 couleurs. Rouge, blanc, rosé. Et la petite spécificité, c'est pareil, c'est sur une bouteille éco-conçue. Et l'étiquette, en fait, elle a été créée par un artiste peintre local. Et donc, du coup, tu as chaque bouteille, c'est une peinture, en fait, de cet artiste. Ok, trop bien. Voilà. Trop cool. Merci pour le partage. Je vais essayer de me goûter ça. Ouais. Mais oui, ça me fait penser, effectivement, on en a pas trop parlé, mais ça fait partie des gros chantiers de la filière. En ce moment, c'est cette problématique avec le réchauffement climatique d'adapter les cèpes aux conditions qui sont de plus en plus hardcore, et où on se retrouve à vendanger de plus en plus tôt et avoir de plus en plus de difficultés, en plus des gels tardifs et du mildiou. Ouais, c'est sûr que le dérèglement climatique, c'est un vrai sujet, et justement je fais régulièrement intervenir des experts auprès de nos adhérents, et c'est passionnant. Et en fait, on voit qu'il y a 2 gros points. Il y a, en termes d'action, il y a les actions d'atténuation du changement climatique. Donc, comment faire en sorte que les impacts... Non, je me mélange les persos. D'adaptation au changement climatique, donc c'est comment faire en sorte que les impacts vont être limités. Et après, d'atténuation, c'est comment faire en sorte de réduire les émissions de carbone et de gaz à effet de serre globalement. Et il y a beaucoup de structures, de plus en plus, qui font des bilans carbone pour aller chercher où est-ce qu'elles peuvent encore diminuer les émissions. Donc c'est intéressant. Et dans l'adaptation au changement climatique, il y a notamment tout le travail sur le matériel végétal. Mais tu vois, il y a un truc qu'un des experts là sur les rencontres a soulevé, j'avais pas en tête, c'est que ça c'est un travail sur 80 ans, parce que le renouvellement du vignoble français, c'est à peu près 1 à 2% par an. Et donc le temps de replanter, etc., il faudrait être patient, parce que ça va prendre du temps, quoi. Et c'est sur ces beaux mots d'espoir pour les futurs qu'on va se quitter. Merci. Rajouter un truc par rapport au dérèglement climatique. Moi, il y a un autre truc aussi que j'avais pas en tête, c'est que la vigne, on est vraiment sur une culture qui est parmi les plus... Alors même si quand il y a des événements, des incidents climatiques type gel, grêle, sécheresse, etc., et quand on est le nez dedans, c'est difficile. Mais ce que disait l'expert là de Vignipol Sud en Bourgogne, c'est qu'on est sur une production qui s'en sort pas si mal que ça par rapport à d'autres, et qui sera encore là dans 100 ans, contrairement à d'autres types de production
trop demandeuse en eau, etc., où va falloir faire une transition, quoi, tout simplement, dans Ouais. la filière. Et qui en plus a l'avantage de pouvoir absorber parfois avec certaines années en pouvant... Enfin, puisqu'ils peuvent vendre des millésimes d'autres années, ça peut lisser un petit peu le choc quand c'est possible. Après, là, en ce moment, c'est quasi une année sur deux les gelées tardives. Mais bon, voilà, en tout cas, sur la vigne et le vin, on est sur un produit qui sera encore là dans 80 ans d'après les experts. Donc c'est plutôt réconfortant. On n'est pas passé loin. Trop bien. Ça, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, en tout cas, Iris, d'avoir accepté mon invitation et d'avoir partagé toutes ces super infos. J'espère que ça a donné envie à tout le monde d'aller creuser un petit peu ces sujets-là et d'aller goûter ces bouteilles estampillées vignerons engagés. Merci beaucoup encore et à très bientôt. Avec plaisir. Merci Charles. Voilà, ce premier épisode de cette deuxième saison avec Iris de Vignerons Engagés est terminé. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à l'écouter que j'ai eu à le faire. On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité pour le deuxième épisode, qui sera autre que Michel Issali, le vigneron emblématique de Gaillac. On va parler agroforesterie, on va parler biodynamie, éco-pâturage et plein d'autres choses passionnantes. Donc on espère que vous serez au rendez-vous. Et d'ici là, n'hésitez pas évidemment à partager sur les réseaux sociaux, à nous dire ce que vous en avez pensé de ce premier épisode. Et on espère à très vite. D'ici là, portez-vous bien.